Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va s'intéresser aux sanctions contre la Russie, notamment à la saisie des des milliardaires russes. Mais avant ça, on vous rappelle de vous abonner avec un message parfait pour l'occasion. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV. Avant de débuter les rappels importants, n'hésitez pas à vous inscrire à la Multiflag Newsletter, puisque dans cette dernière, on va aller plus loin que cette vidéo. C'est une newsletter entièrement gratuite et non régulière qui va te permettre de mieux comprendre la géodiversification, les stratégies utilisées à l'international. Tu peux également nous rejoindre sur notre communauté Telegram. On est plus de 2000 pour du contenu exclusif. Et également, on vous a mis exceptionnellement le replay de notre conférence, ce que l'intervention russe implique en matière d'expatriation et pourquoi avoir une holding mobile. On te met le lien dans la description. Elle sera visionnable jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que depuis le début de l'intervention russe, intervention pour ne pas employer le terme invasion ou libération et rester le plus neutre possible, l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays tiers, au rang desquels Monaco, la Suisse, Andorre par exemple, et également San Marino, il me semble, ont approuvé la saisie de biens d'oligarques russes, que ce soit des voitures, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit des méga-yachts ou même de l'immobilier. Même la banque centrale, les réserves de change de la banque centrale ont été gelées. Nous allons donc nous intéresser à plusieurs notions dans cette vidéo. Nous allons parler de la structure habituelle de détention des biens des oligarques russes et de certains milliardaires non russes. Est-ce que les biens ont été saisis ou non? On va voir qu'il y a une différence. Et on parlera tout au long de cette vidéo de la notion d'UBO qui rend les sociétés offshore de moins en moins opaques et oblige une structuration complémentaire pour ne pas avoir d'UBO et conserver de l'anonymat. Et dans un live à venir, nous nous intéresserons à comment les Russes tentent de contourner les sanctions sans pour autant utiliser la crypto. Ça sera peut-être ce samedi ou samedi prochain, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la notification. Donc, comment les oligarques russes détiennent leurs actifs? Il faut savoir que les Russes sont des très très grands utilisateurs de paradis fiscaux. Il faut savoir que plus de la moitié de leur fortune est détenue en dehors de leur pays au travers de sociétés écrans. En anglais, on appelle ça Shell Company. C'est grosso modo une société sur l'étagère, ça veut dire qu'elle n'a d'existence que sur le papier, qu'ils utilisent pour acheter que ce soit de l'immobilier, des yachts, des jets privés. Entre 2000 et 2009, la France était le troisième pays et comme on peut le voir, plus de la moitié de la richesse russe est détenue en dehors de Russie. Pourquoi? C'est détenu dans des paradis fiscaux, et même si cela disparaît peu à peu, les sociétés offshore sont relativement anonymes. Et elles ne détenaient pas de registre des bénéficiaires effectifs, UBO, et donc l'ensemble des actifs était au nom de la société, appartenait à la société, n'appartenait pas à l'oligarque russe. Et derrière ces sociétés, il était impossible de savoir à qui appartenait la société, permettant ainsi de posséder de l'immobilier, des bateaux ou tout autre type d'actifs. Les sociétés offshore pour utiliser des sociétés offshore pour détenir de l'immobilier, il faut savoir que les gens vont utiliser des véhicules d'investissement anonymes ou sociétés offshore, mais vous pouvez avoir des fondations, des associations, des trusts, dans des juridictions qui ne vont pas forcément révéler les identités des détenteurs de sociétés qui vont permettre d'avoir un certain anonymat. Prenons un exemple legit que nous avons utilisé dans nos newsletters Géodiversification. N'hésite pas à t'y inscrire, elle est gratuite. Bernard Arnault, première fortune européenne. Il a acheté une demeure dans la campagne londonienne au travers d'une structuration offshore. Cependant, cette dernière a été déclarée à l'ISF, donc aucun avantage fiscal. Ça a été fait dès le début, mais c'était un achat qui était motivé par un désir d'anonymat. Les oligarques russes, ils ont ce même désir d'anonymat, et surtout, c'est beaucoup plus pratique pour eux, puisque leur fortune est principalement possédée par des sociétés offshore dans les paradis fiscaux, les îles Vierges britanniques, Chypre, ce type de pays. En Angleterre, pour donner un ordre d'idée, c'est 28 000 propriétés qui sont détenues par des sociétés offshore implantées juste dans les dépendances de la couronne. Les dépendances de la couronne, c'est les paradis fiscaux sous influence anglaise, de la City. Ça va être les îles Vierges britanniques, ça va être Jersey, ça va être l'île de Man, ça peut être Bermude également.
Depuis 2013, de nombreuses taxes ont été introduites sur de l'immobilier qui est détenu au travers de structures opaques hors Union européenne. Cependant, le nombre de sociétés détenant l'immobilier n'a pas baissé à Londres. Ce qui explique que des raisons de passer par ces structures ne sont pas motivées par des raisons fiscales, elles sont motivées par des raisons d'anonymat et les gens vont payer plus cher. En France, si vous achetez un bien immobilier à travers une structure offshore, vous allez avoir ce qu'on appelle la taxe à 3%. On peut prendre un exemple concret qui est l'exemple du jet de Chouvalov. Alors, qui est Chouvalov? Vous le connaissez peut-être pas, mais sur une photo, vous allez vite comprendre qu'il est, surtout par sa position, par la personne qui se trouve à sa droite sur la photo. C'est un homme politique russe qui a été le premier vice-premier ministre du gouvernement russe de 2008 à 2018. Comme le montre la photo, c'est donc un proche de Poutine. En 2014, Chouvalov, j'espère que je le prononce bien, a publié sa déclaration de patrimoine qui fait apparaître un patrimoine de 634 000 livres sterling, lui et sa femme. Pour autant, proche de Poutine, sa femme est propriétaire d'une société aux Bermudes qui s'appelle Altitude X3 Limited, qui possède un bombardier BD-700. Pour avoir une idée, c'est ce type d'avion. Est-ce que ce type d'avion est accessible pour une personne qui a un patrimoine de 634 000 euros? Non. Bien évidemment, cet appareil n'apparaît pas dans sa déclaration de patrimoine. C'est un jet à plus de 40 millions d'euros. On ne peut pas l'acheter avec un patrimoine de 634 000 livres sterling. Impossible de savoir qui est derrière cette société, sans qu'il y ait une leak interne, comme les Panama Papers. Seuls les cabinets d'avocats connaissent l'identité du client qui est derrière. Impossible de faire le lien entre Chouvalov et cet avion. Sur le papier, ce sont de simples utilisateurs. Ça peut être mis à disposition par un ami. Surtout que les hommes politiques, que ce soit que ça soit d'un contrôle anti-blanchiment d'argent ou Know Your Customer, le KYC, ils sont caractérisés de PEP, Personal Exposed Person, et sont vraiment très surveillés par les banques. C'est un peu comme les Balkany en France. Les Balkany, ils se présentaient comme de simples locataires de leur maison à Saint-Martin à 5 millions d'euros, qui était détenue par une société au Liechtenstein. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être FWE, French West Indies, qui était une Anstalt liechtensteinoise. Leur maison, elle était sur la partie française de Saint-Martin, et en France, comme on l'a indiqué, lorsque nous achetons une maison avec une société offshore et qu'on ne révèle pas le bénéficiaire, on paye une taxe de 3%, qui est en quelque sorte le double de l'IFI. Pourquoi les Balkany étaient prêts à payer le double? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas justifier l'origine des fonds qui étaient issus d'une fraude fiscale. C'est pour ça qu'on utilise une société offshore, c'est en quelque sorte pour blanchir. On va venir sur la question de la saisie des biens. On voit régulièrement des articles, des partages sur des groupes Facebook ou Telegram qui parlent de saisie des biens. Les Échos, la saisie des avoirs russes a commencé à Bercy. La cellule en charge de la mise en œuvre des sanctions européennes à l'encontre des proches du pouvoir russe a permis en quelques jours la saisie de 4 cargos et d'un yacht. Vous l'avez vu sans doute dans les notifications sur les réseaux sociaux. On peut également voir des messages qui ont été passés sur des télégrammes de iconoclastes. Le concept de saisir des actifs et des propriétés personnelles de personnes mauvaises est en train de devenir la normalité maintenant avec les oligarques russes. Combien de temps est-ce qu'ils vont étendre leur conception de bad people aux autres personnes de la société? Alors, en réalité, ce n'est pas des saisies. On ne parle pas de saisie. Ce sont des gels, des immobilisations. En France, c'est notamment l'article 562-3 du Code monétaire et financier qui le prévoit, qui dit clairement, le ministre chargé de l'économie peut décider pour une durée de 6 mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, sociétés, ou autres entités qui tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ou les actes pris en application de l'article 29 du traité de l'Union européenne, on s'en fout, qui appartiennent
A. Sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par des personnes mentionnées au grand 1 ou agissant sciemment pour le compte ou les instructions de celle-ci. La liste, elle est consultable. On prendra des exemples dans la newsletter diversification. La notion d'UBO, Ultimate Beneficial Owner. Qu'est-ce que c'est? La notion d'Ultimate Beneficial Owner est une notion excessivement importante. C'est notamment ce qui rend l'utilisation de structures offshore, même avec des nominés, relativement inutile. En France, cela s'appelle le bénéficiaire économique ultime. Vous devez remplir une déclaration. Certains pays étaient relativement laxistes. On peut citer au rang desquels le Panama, qui par exemple le 10 janvier 2020, le gouvernement du Panama a rendu obligatoire l'identification de l'UBO et surtout sa communication. C'est-à-dire que les autorités fiscales panaméennes connaissent les personnes qui sont derrière les sociétés, derrière les prête-noms. Avant cette date, c'était seul le cabinet d'avocats qui connaissait le nom du bénéficiaire économique. Aujourd'hui, il est communiqué aux autorités du pays qui tiennent un registre qui n'est pas public, mais les autorités fiscales le savent. Toutes les banques, aujourd'hui, elles vont te demander d'avoir l'identification de l'UBO quand tu vas ouvrir un compte, de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire si par exemple, tu as une société à Chypre qui est détenue à 100% par une société aux îles Vierges britanniques qui va être détenue à 100% par une autre société, ça n'a pas d'importance. C'est le bénéficiaire ultime, ça sera toi, même si tu as mis 3 sociétés au travers desquelles tu contrôles indirectement. C'est pour ça, manière directe si tu détiens en direct, manière indirecte si tu es la dernière personne au bout de la chaîne. Et les autorités, quand il y a des communications d'informations, elles demandent toujours aux banques où le nominé n'est pas le bénéficiaire ultime des fonds. C'est toi, la personne bénéficiaire. C'est un peu comme les LLC américaines en quelque sorte. La LLC, elle est relativement anonyme, tu ne peux pas savoir qui est derrière une LLC. Cependant, aux États-Unis, dès que tu vas vouloir ouvrir un compte bancaire, tu vas être obligé d'obtenir ce qu'on appelle un EIN, un Employer Identification Number, avec un notaire et ta pièce d'identité. C'est l'IRS qui va te donner l'EIN et donc ta société est automatiquement liée à cette EIN. Si la France cherche ta LLC, elle ne va pas vérifier les registres des sociétés de chaque État. Elle va faire une demande à l'IRS et l'IRS aura les informations qu'elle communiquera. Elle dira oui, cette personne, Jean-Michel, oui, il a 3 sociétés aux États-Unis, une au Nouveau-Mexique, une au Delaware et une au Nevada. Le seul moyen d'avoir une société anonyme aux États-Unis est d'avoir une société sans compte bancaire. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure pour garder cette vidéo relativement courte. La société offshore, elle va devenir un outil réservé aux riches. Et c'est de plus en plus le cas. Alors, c'est un faux sentiment que peuvent avoir les gens sur Internet, puisque les fintech permettent l'ouverture des comptes beaucoup plus aisée. Mais demain, une société offshore, pour avoir un compte bancaire dans une banque retail, tu as intérêt de te lever tôt. Si tu veux être dans une vraie banque, les seuils d'entrée vont être colossaux. Si tu arrives en te disant ouais, j'ai mes 200 000 issus du dropshipping, ils vont te dire va chez Wise, ils sont très contents de t'avoir. Pour être de plus en plus anonyme, il va falloir être de plus en plus structuré, du moins vis-à-vis des tiers. Maintenant, envers les administrations, c'est pas possible. Quand on dit anonyme au niveau des tiers, c'est qu'une personne sur Internet, il ne peut pas aller sur société.com et connaître ton nom. C'est tout simplement ça. Les tiers, c'est ça. Une société offshore, quoi qu'on dise, elle est faite pour cacher, pour des raisons qui peuvent être légitimes comme l'anonymat. Beaucoup de stars achètent de l'immobilier à travers des structures de ce type pour pas qu'on sache que ce soit eux et pour éviter les problèmes qui sont liés avec ça. La discrétion, ou pour des raisons un peu moins avouables consistant à cacher que nous sommes propriétaires de ces biens. On a intérêt uniquement à cacher que nous sommes propriétaires des biens en payant plus de frais quand l'origine des fonds, c'est le produit d'un crime ou d'un délit, que ce soit du trafic de drogue, de la fraude fiscale, de l'escroquerie ou de la corruption. La transparence qui a été amorcée suite à la crise des subprimes rend de moins en moins anonymes ces sociétés offshore et surtout les rendent de moins en moins avantageux l'utilisation de la société offshore d'un point de vue fiscal. On a vu avec les taxes, avant il y avait un avantage fiscal de passer par des sociétés, notamment
Ça permettait de contourner les droits de succession, ça permettait également la revente sans plus-value, puisque vous vendiez les parts de la société et pas l'immobilier. Mais depuis 2008 est apparue la notion de société à prépondérance immobilière, qui est une notion internationale. Les sociétés offshore, quoi qu'on dise, ne disparaîtront pas, mais deviendront de plus en plus un outil d'ingénierie patrimoniale de plus en plus cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera dans un live pour échanger sur les manières de contournement des sanctions qui sont utilisées par les Russes. On regardera notamment les méthodes qu'ils ont utilisées en 2014 après l'apparition des premières sanctions suite à l'invasion de la Crimée, avec un élément qu'on n'imagine pas. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.